Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'éducation et plus particulièrement d'un livre paru en 1971, c'est-à-dire il y a déjà 52 ans, mais qui, comme les bonnes bouteilles de vin, a très bien vieilli et est devenu un véritable classique. Le livre est paru en anglais sous le titre Deschooling Society, qu'on peut traduire littéralement par Déscolariser la société, et qui a été traduit dans la traduction française publiée par Une société sans école. Une très bonne traduction qui, au lieu de retranscrire le processus déscolarisé, traduit le résultat, c'est-à-dire une société sans école. L'auteur s'appelle Ivan Illich, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Qui était Ivan Illich? Un homme avec une personnalité, un parcours intellectuel et un parcours de vie tellement riche, tellement varié, qu'il est impossible de le résumer en quelques phrases. Je préfère donc ne rien dire de sa vie ici, je mets juste en commentaire un lien vers un entretien qu'il a donné en français à la radio en 1973 et qui vous permettra de vous faire une idée du personnage si vous ne le connaissez pas déjà. Et si vous le connaissez déjà et que vous ne connaissez pas cet entretien, eh bien de faire plus ample connaissance avec lui. Je ne vais pas non plus lui coller d'étiquettes idéologiques sur le dos. Comme tous les vrais penseurs, comme tous les penseurs vraiment originaux, Illich est inclassable. Je préfère donc parler directement du contenu de son livre Une société sans école. Dans ce livre, Illich part du constat suivant. De génération en génération, depuis des siècles, l'humanité essaye de progresser et de se rapprocher du bonheur collectif. Et depuis 200 ans, l'école universelle obligatoire fait partie des instruments que l'humanité a imaginés pour se rapprocher de ce bonheur pour tous. Or, selon Illich, l'école a échoué dans ce but. C'est une conviction que beaucoup d'autres ont à la même époque qu'Illich, à la fin des années 60, début des années 70. L'échec de l'école, c'est aussi une conviction que nous pouvons avoir aujourd'hui, au début des années 2020, qu'on regarde la France ou les États-Unis notamment. Alors pour Illich, ce n'est pas le seul problème de l'école. Le problème essentiel de l'école, ce n'est pas tant qu'elle échoue à atteindre ses objectifs avoués, mais c'est plutôt que elle a des effets pervers, des effets néfastes qui vont contre son objectif officiel, à savoir l'éducation. Et notamment l'effet pervers numéro un, c'est que en faisant croire aux gens que l'éducation égale l'école et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre et de s'éduquer qu'à travers l'école, l'école en fait enlève toute légitimité, toute valeur aux autres formes de savoir, aux connaissances que l'on peut acquérir par soi-même, en famille, dans son enfance, au travail, tout au long de sa vie, avec ses camarades, avec ses amis, au cours d'expériences professionnelles ou autres, etc. Donc tout cela se retrouve délégitimé par l'école et c'est d'autant plus grave que à l'époque d'Illich, les trois quarts de l'humanité sont non scolarisés ou peu scolarisés. C'est-à-dire que selon Illich, des pauvres qui sont au Pérou, qui sont en Inde, qui sont ailleurs, qui ont juste la possibilité de faire 1 ou 2 ans de scolarité, n'apprennent rien à l'école, sinon à avoir honte de ne pas être allé à l'école plus longtemps et avoir honte des connaissances extrascolaires. Il a donc une proposition radicale qui est d'abolir l'école. Quand Illich dit abolir l'école, supprimer l'école, ou qu'il parle de société sans école,
Illich ne veut pas dire « gardons la société telle qu'elle est ». L'école échoue à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire l'école échoue à former de bons producteurs qui rempliront bien leur rôle dans la société industrielle ou post-industrielle. Et moi, je vais vous montrer des recettes extérieures à l'école qui vont permettre de mieux atteindre ces objectifs. Non, ce n'est pas ce qu'Illich dit. Illich pense qu'une nouvelle société doit succéder à la société actuelle et que c'est dans cette nouvelle société que l'absence d'école aura du sens. Il va même encore plus loin. Il pense qu'il faut carrément un homme nouveau, non plus l'homme prométhéen qui est apparu selon lui depuis la Grèce antique, mais l'homme épiméthéen, Épiméthée étant le frère de Prométhée, le mari de Pandore, qui était considéré comme une sorte de balourd dans la Grèce antique et qui symbolise, selon Illich, l'homme primitif, l'homme attaché à la nature, en harmonie avec la nature, par opposition à Prométhée, qui est l'homme qui crée des institutions, qui demande ensuite à ces institutions de satisfaire ses besoins. Le problème pour Illich, c'est que des institutions comme l'école, ou comme l'hôpital, ou comme le transport, au lieu de répondre à des besoins, dans le cas de l'hôpital, donner des soins, la santé, dans le cas du transport, donner la possibilité aux gens de se déplacer d'un point A à un point B, et dans le cas de l'école, d'éduquer. En fait, ces institutions deviennent à elles-mêmes leur propre fin, et au lieu, par exemple dans le cas de l'hôpital, de soigner, le but de l'hôpital ou le but de la médecine officielle devient de persuader les gens qu'il n'y a pas d'autre moyen de se soigner que de passer par l'hôpital. Un exemple que donne Illich, c'est que encore dans les années 1950, au Mexique, toutes les femmes accouchaient dans leur maison et tout le monde mourait dans sa maison. Quand l'hôpital se développe dans les années 60 au Mexique, est-ce que les accouchements se passent mieux? Est-ce que les gens meurent moins? Évidemment non. En revanche, l'hôpital a réussi à convaincre les gens qu'ils ne pouvaient plus donner naissance à la maison et qu'ils ne pouvaient plus mourir dans leur maison. De la même façon, pour Illich, est-ce que l'école éduque? Non, l'école n'éduque pas. L'école persuade les élèves, persuade les gens qu'il n'y a pas d'autre moyen pour s'éduquer que de passer par l'école. Les institutions comme l'école créent donc, en même temps qu'elles proposent un service, un besoin pour ce service, un besoin qui est artificiel, puisque selon Illich, les connaissances s'acquièrent depuis la nuit des temps, non pas à l'école, mais en dehors de l'école, dans la vie. Et un exemple simple qu'il donne, c'est tout simplement apprendre sa langue maternelle. C'est dans la famille, c'est auprès, comme l'étymologie du mot maternelle le dit, c'est d'abord auprès de sa mère qu'on apprend à parler sa propre langue. Alors comment se présenterait une société sans école, une société où justement il serait possible d'apprendre dans la vraie vie? Eh bien, il faudrait notamment que les objets soient ouverts et soient accessibles et soient placés au niveau de compétence des individus. Un exemple que donne Illich, c'est celui des moteurs de bateaux de pêche, de pêcheurs en Amérique du Sud. Entre les années 50 et les années 60, Illich a observé une évolution. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, les moteurs de bateaux étaient simples, les pêcheurs parvenaient à les entretenir et à les réparer eux-mêmes. À partir des années 60, les moteurs sont devenus de plus en plus compliqués
sont devenus comme des boîtes fermées que les pêcheurs eux-mêmes ne pouvaient plus réparer. Et comme le coût des nouveaux moteurs était supérieur au coût des anciens moteurs, en fait, ils ne pouvaient plus se permettre d'acquérir ces nouveaux moteurs. Donc, au contraire, une société où l'on pourrait apprendre dans la vraie vie serait une société où les objets technologiques seraient justement comme ces anciens moteurs, seraient à la portée de chacun, chacun désireux de s'instruire et de se former en mécanique aurait simplement à entrer dans une usine qui serait dans la conception de Illich ouverte à tous, pourrait ouvrir les machines et pourrait, en bricolant, s'instruire lui-même et apprendre par lui-même la mécanique, par lui-même, mais aussi au contact, en choisissant parmi les ouvriers présents dans l'usine et qui savent déjà se servir de cette machine, donc en prenant un maître, et donc selon une formule qui ressemble à celle de l'apprentissage, ou qui ressemble à la relation qu'un disciple peut avoir envers un maître, eh bien, il y aurait ainsi possibilité pour les gens de se former dans cette société future, dans cette société ouverte. Donc dans cette société qui est faite pour l'homme, qui est à l'échelle humaine, personnelle, et qui serait habitée par des hommes épiméthéens, l'éducation pourrait, selon Illich, redevenir une responsabilité personnelle, un loisir, et reposer sur des relations personnelles librement choisies. Alors concrètement, quelle forme est-ce que ça prendrait ? Eh bien, ça prendrait la forme de réseaux qui auraient notamment 3 composantes et 3 types d'acteurs, outre les élèves. Il y aurait des objets éducatifs qui seraient par exemple ces moteurs ouverts dont nous avons parlé, qui se trouveraient dans la réalité. Il n'y aurait donc pas de séparation entre du matériel pédagogique qu'on ne trouve qu'à l'école et ce qu'on trouve dans la vie. Non, ce sont les objets de la vie qui seraient des objets éducatifs. Donc les entreprises seraient ouvertes, il y aurait des bibliothèques, des musées qui permettraient justement aux gens qui le désirent d'apprendre. Et ces objets éducatifs organisés en réseau seraient gérés par des administrateurs. Le deuxième type de personnel qu'il y aurait, ce seraient des conseillers pédagogiques qui aideraient chaque étudiant, jeune élève ou adulte, à créer son propre parcours d'apprentissage durant toute sa vie et qui l'aiderait donc à s'orienter dans le réseau d'objets éducatifs et aussi dans le réseau de maîtres et de pairs dont nous allons parler. Le troisième élément de ces réseaux est en effet le maître ou le père, le condisciple, l'homologue. Donc le maître enseigne non pas selon un programme obligatoire et en vertu d'un diplôme qu'il a reçu, non. Le maître, c'est tout simplement quelqu'un qui dispose d'une connaissance dans un domaine précis, qui est très souvent celui de son métier, et qui va enseigner à ceux qui le souhaitent par la démonstration. Donc on retrouve les méthodes d'apprentissage qui étaient par exemple celles des maîtres et des compagnons au Moyen-Âge, une méthode qui est encore celle de l'alternance entre stage en entreprise et passage par l'école. C'est aussi une méthode qu'on retrouve par exemple dans les arts martiaux traditionnels asiatiques, passant énormément par l'imitation d'un maître. Et puis, outre l'imitation, il y aurait l'idée d'une relation entre maître et disciple. Outre ces maîtres, il y aurait ici des pairs, des égaux, des gens qui seraient intéressés par les mêmes choses que nous, qui voudraient apprendre les mêmes choses que nous, et avec qui il serait possible de se rencontrer en groupe afin justement d'apprendre ensemble la même chose, d'étudier ensemble, par exemple une langue vivante
ou un langage informatique, ou la comptabilité, ou tout ce qu'on peut imaginer d'autre. La question qui se pose, surtout quand on voit cela en 2023, à un moment où les objets sont devenus de plus en plus complexes, où les moteurs, par exemple, pour reprendre l'exemple d'Illich, sont maintenant bourrés d'électronique et encore plus difficile donc pour un amateur, pour un simple utilisateur, à démonter et à réparer que à la fin des années 60, au début des années 70. Donc, autant dans les années 60-71, on était dans cette atmosphère, disons, effervescent, où beaucoup de gens essayaient d'imaginer un monde nouveau, un homme nouveau, une société nouvelle, changer la vie, comme on disait à l'époque. Tout cela aujourd'hui peut paraître très utopique. Néanmoins, dès l'apparition du livre en 1971, Illich a été accusé d'être utopique. Illich a même été accusé aussi d'être conservateur dans la mesure où il prônait un retour à l'homme primitif en harmonie avec la nature, où il proposait de mettre le holà à la recherche effrénée du progrès technologique pour essayer au contraire d'imposer des contraintes, d'imposer des limites à la technologie pour que les objets restent, selon un mot inventé par Illich et qui est devenu très employé, des outils conviviaux. Donc Illich revendiquait même l'appellation, avec pas mal d'humour, de conservateur néolithique. Donc tous ces reproches qu'on pourrait faire aujourd'hui à cette vision, en disant c'est utopique ou c'est rétrograde, c'est des reproches en fait qu'on faisait déjà à Illich de son vivant et qui ne l'affectaient pas plus que cela, c'est-à-dire qu'il pensait que ses analyses restaient tout à fait justes. Même si effectivement cette vision peut paraître, quand on regarde par exemple l'évolution des objets, l'évolution de la technologie, rendre plus difficile la vision de la société qu'avait Illich ou de l'homme nouveau qu'avait Illich, on peut au contraire constater que l'enlisement, l'échec d'institutions comme l'hôpital, comme les transports qui se traduisent en fait par des embouteillages au lieu de faire progresser la vitesse, ou de l'école qui finit à mesure que les années passent et à mesure qu'on lui alloue de plus en plus de financement comme espèce de tonneau des Danaïdes où on déverse sans fin du financement qui semble ne servir à rien. Donc au contraire, la stérilité des institutions et leur échec à atteindre leurs buts officiels est quelque chose qu'on ne peut pas manquer de remarquer. Et donc l'idée que l'homme ne peut pas continuer à créer des systèmes abstraits, des institutions séparées de la nature, ne peut pas se concevoir comme isolé de la nature, isolé du monde, quand on voit notamment les effets de la technologie sur le climat, sur l'environnement, l'échec patent des institutions à atteindre ces objectifs, ce sont des constats qui ont encore plus de force aujourd'hui, je crois, qu'à l'époque d'Illich. Et ce que je trouve très intéressant dans Illich, quel que soit le jugement qu'on porte sur sa proposition d'un homme épiméthéen ou d'une société post-industrielle, si je peux dire, ce qui est très, très intéressant, c'est un certain nombre d'idées. La première, c'est l'idée que quand une institution comme l'école échoue à éduquer, ce n'est pas parce que l'école manque son coup, mais c'est plutôt une fatalité. Il est normal, il est fatal que l'école ne parvienne pas à éduquer, parce que le vrai but de l'école, ce n'est pas d'éduquer, selon Illich. Le vrai but, c'est d'habituer les élèves à des rites, c'est aussi de se comporter en agence publicitaire en faveur de la société industrielle ou post-industrielle, c'est de formater les futurs adultes à être de bons producteurs, consommateurs disciplinés
qui prendront leur place dans la société industrielle ou post-industrielle. Et enfin, un des buts occultes de l'école, mais le vrai but selon Illich, c'est de persuader les gens qu'il n'y a pas d'autre solution pour résoudre leurs problèmes ou pour satisfaire leurs besoins que de passer par des institutions, et notamment l'école en est le premier exemple. Pas moyen d'accéder à l'éducation sans passer par l'école. Et de même, les gens s'habitueront à ce qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'accéder à la santé que par l'hôpital. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au transport que par la voiture que le système, à grand renfort de publicité, met en avant, avec à l'appui tout un réseau routier extrêmement coûteux pour la collectivité. Donc la leçon qu'on peut tirer aujourd'hui de la lecture d'Illich, c'est qu'il ne faut pas s'émouvoir des échecs de l'école. Il ne faut pas non plus perdre son temps, le déplorer ou essayer de trouver des solutions à l'intérieur de l'école. Il faut au contraire être conscient que par nature, l'école tue la motivation, la curiosité naturelle, fait oublier aux élèves leur vocation personnelle, isole de la vie, qui est selon Illich le vrai lieu de l'apprentissage, et que donc chercher à résoudre les problèmes de l'éducation en allouant encore plus de ressources à l'école est complètement vain. La solution est à chercher ailleurs, en dehors de l'école. Alors, pour Illich, l'école ou l'éducation sans école ne peut vraiment prendre place que dans une autre société, qui ne serait pas une société de travail, mais plutôt une société de loisirs, qui ne serait pas une société où l'objectif est de bien s'ajuster dans une case, dans une place dans la société productive, mais plutôt où le but serait le développement personnel. Peu importe, même dans la société actuelle telle qu'elle est, il est intéressant de trouver dans Illich cette invitation à chercher des solutions ailleurs, que ce soit l'instruction en famille, que ce soit des réseaux de parents, que ce soit se rappeler que nous avons une vocation personnelle et chercher cette vocation personnelle, que nous avons aussi une responsabilité de nous éduquer, de ne pas être passifs, que nous avons aussi une responsabilité d'enseigner, de transmettre aux autres ce que nous savons. Et il est intéressant de voir que la technologie, même si comme on l'a vu, elle peut avoir des effets néfastes, a aussi connu des développements positifs. On peut penser par exemple, quoi qu'on en dise, aux réseaux sociaux qui donnent la possibilité à n'importe qui de mettre par exemple une vidéo sur YouTube pour, par exemple, enseigner ce qu'on sait faire. Donc je sais jouer de la guitare, je mets une vidéo sur YouTube qui va enseigner aux gens à jouer de la guitare. Je sais comment remplacer une cuvette de toilette. Eh bien, je vais mettre une vidéo sur YouTube où je vais me filmer en train de réparer mes toilettes et il va y avoir des dizaines de milliers de vues parce que beaucoup de gens, effectivement, sont intéressés à savoir cela. Et en l'occurrence, un bol de toilette, excusez pour l'exemple, c'est quelque chose de très utile et qui reste à la portée de la compétence de chacun, contrairement par exemple à la réparation d'un ordinateur. Effectivement, ce n'est pas le particulier qui peut aller jouer à l'intérieur des puces qui constituent le moteur du cerveau, si je puis dire, de l'ordinateur. Une autre chose intéressante chez Illich, c'est qu'il remet en cause certains de nos postulats et il nous amène à nous interroger. D'instinct, nous pensons que l'école gratuite, l'université gratuite, universelle, sont de bonnes choses à ne pas remettre en cause. Et pourtant, Illich nous fait réaliser des choses. Il nous rappelle par exemple que les riches vont davantage à l'université que les pauvres. Donc, si l'université est gratuite, qu'est-ce que cela veut dire ?
Ça veut dire que tous les gens qui payent des impôts ou des taxes à la consommation ou des taxes sur l'essence, comme les pauvres, vont subventionner les études des riches, qui ensuite, grâce à ce prêt sans intérêt non remboursable, à cette pure subvention, vont ensuite pouvoir bénéficier d'un train de vie très supérieur à tous les pauvres qui ont payé des impôts ou qui ont payé des taxes à la consommation pour justement financer ces universités gratuites. Autre chose d'intéressant chez Illich, c'est que il nous amène à réaliser qu'on passe beaucoup d'années à l'école pour rien parce que la motivation manque. Exemple fameux, presque une banalité, l'apprentissage des langues. Alors, il y a peut-être une question de méthode, peut-être qu'effectivement certains pays s'y prennent mieux que l'enseignement français pour enseigner les langues, possible. Néanmoins, il est frappant que des gens qui auront passé 10 ans à l'école, plusieurs heures chaque semaine, à apprendre une langue, sortiront de toutes ces années sans savoir parler la langue, et souvent sans savoir l'écrire, et même sans savoir la lire, avec un vocabulaire indigent. La même personne qui rencontre un Anglais, un Allemand, qui se lie d'amitié avec cet étranger, et qui passe quelques heures de temps en temps avec cette personne en sa compagnie, va progresser à une vitesse impressionnante. Une autre chose aussi intéressante qu'Illich nous fait remarquer, Illich n'est pas stupide. Il est le premier à reconnaître qu'il arrive que des professeurs enseignent des choses à l'école. Il arrive qu'un instituteur nous enseigne quelque chose. Mais il attire notre attention sur le fait que ce n'est pas en vertu du programme obligatoire, mais c'est plutôt en vertu de la mise en place d'un véritable rapport interpersonnel qu'on apprend au contact d'un professeur. Je suis sûr que vous pouvez penser à des exemples personnels. Pensez à quelque chose que vous avez appris, qui vous tient à cœur, que ce soit une compétence, jouer d'un instrument de musique, une langue vivante, les mathématiques, la philosophie, tel auteur, tel livre. Comment, qu'est-ce qui vous a appris cette chose nouvelle? Illich, et je suis d'accord avec lui, je suis prêt à parier que vous n'avez pas appris cela à l'école, et que même si c'est un professeur qui vous a donné accès à cette œuvre ou à cette matière, c'est souvent à l'occasion d'une discussion privée, lors d'une récréation, lors d'un interclasse, donc en dehors du cadre proprement scolaire, en dehors de la classe, que le déclic s'est produit. Et puis ce que dit Illich sur le fait qu'on apprend surtout en dehors de l'école, et que donc si un des objectifs de l'école c'est par exemple de réduire les inégalités sociales, si on apprend en dehors de l'école, c'est plutôt aux inégalités extérieures à l'école qu'il faut s'attaquer pour réduire le problème. Et cela est conforme avec les résultats d'études pédagogiques. Il y a eu notamment une étude qui a été faite par un certain Betty Hart et Todd Risley aux États-Unis dans les années 90. Et ils ont identifié un écart de 30 millions de mots avant 3 ans. 30 million gap en anglais. Ils ont identifié que entre des gens, disons, d'un milieu socio-professionnel favorisé et des gens d'un milieu plus modeste, l'enfant, entre sa naissance et l'âge de 3 ans, entend 30 millions de mots de plus. Et c'est cet écart qui donne un avantage au niveau du développement intellectuel, un écart qu'évidemment l'école ne peut pas combler. Et donc si l'on veut que les enfants des milieux dits défavorisés aient des chances de réussir dans la société telle qu'elle est, il ne faut pas s'attaquer à ce qui se passe à l'école, il faut plutôt faire prendre conscience aux jeunes parents qu'il serait bon qu'ils parlent beaucoup à leurs enfants, ou beaucoup entre eux en présence de leurs enfants.
Je me suis un peu écarté d'Illich ici, puisqu'encore une fois, Illich, son idée de société sans école, ce n'est pas dans la société d'aujourd'hui telle qu'elle est. On essaye d'avoir des gens performants, des producteurs qui vont avoir une belle carrière professionnelle. Non, pour Illich, c'est vraiment une société sans école, c'est une société autre, c'est même un homme autre. Néanmoins, je trouve que ces idées sont applicables même dans notre société telle qu'elle est. Il est même possible d'en faire une application partielle. Pour résumer, si on prend conscience que la solution au problème de l'école, ce n'est pas plus d'écoles, c'est moins d'écoles, ou pour paraphraser un ancien président américain qui passait pour un imbécile, surtout en France, mais qui était doté, comme on dit au Québec, d'un gros bon sens, l'école n'est pas la solution au problème de l'éducation, l'école est le problème. Sur ce, j'espère que cette présentation d'une société sans école d'Illich vous aura intéressé et qu'elle aura stimulé votre réflexion. N'hésitez pas à laisser un commentaire et que Mnémosyne, muse de la mémoire, vous inspire et vous guide.